normal. Est-ce que vous, quand même, vous inclinez pas aujourd'hui, vous Emmanuel Navon, même si vous avez quitté le Likoud, devant un Premier ministre qui a réussi en un an autant d'accords de paix avec des pays arabes? C'est quelque chose d'inédit dans l'histoire d'Israël. Est-ce qu'il faut, là-dessus, saluer quand même si on n'est pas d'accord politiquement avec lui, son action? Je l'ai toujours fait. J'ai toujours continué de le faire aujourd'hui. Bien sûr, je l'ai toujours fait sur ce plateau. J'ai toujours reconnu les extraordinaires talents de Netanyahou en politique étrangère et je les ai toujours salués. Il faudra le nommer ministre des Affaires étrangères ad vitam aeternam. Alors peut-être. Voilà. Mais encore une fois, vous savez, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux. Les gens ont souvent du mal à comprendre la complexité. On peut à la fois, comme je le fais, saluer et soutenir l'action du Premier ministre en politique étrangère et penser à côté de ça qu'il gère très mal la politique du Covid-19 et qu'il pollue la politique israélienne. Les deux sont vrais de mon point de vue. Et donc les deux sont vrais. Je pense que après 14 années au pouvoir et après 2 années de blocage politique dont il est la cause principale, eh bien même les plus grands sportifs, même les plus grands footballeurs, au bout du compte, finissent par rentrer au vestiaire. Et je pense que même, particulièrement après ses succès diplomatiques, c'est le moment, je pense justement pour Netanyahou, de nous libérer de ce blocage politique. Et il en est personnellement responsable, on en a déjà parlé sur ce plateau, en bloquant le budget. C'est lui qui bloque le budget. Donc comme je l'ai dit, les deux sont vrais. De très bons acquis en politique étrangère, mais d'un autre côté, une crise économique, le blocage du budget, une crise politique qui dure depuis 2 ans. On se dirige maintenant vers une 4e élection en 2 ans qui est complètement liée à lui, Netanyahou. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut un changement. C'est pour ça que d'ailleurs je soutiens l'initiative de Gideon Sa'ar. Et je pense qu'il faut un changement politique tout en saluant les acquis de Netanyahou en politique étrangère. Bon, le problème, je vais vous surprendre, on va faire un scoop. Ah oui, là, vous dites que moi, Gideon Sa'ar, Premier ministre, et Naftali Bennett, Premier ministre, je crois que je préfère encore Netanyahou. Voilà, je le dis clairement. Moi, parce qu'ils ont des idées plus... Bien entendu, mais parce que Netanyahou a quand même une expérience du pouvoir, il sait jusqu'où il peut aller, il sait reculer quand il ne faut pas, etc., etc. Alors, bien sûr, je peux jouer la politique du pire, mais ça n'a jamais été trop ma tendance. Je peux dire, Sa'ar et Bennett vont y aller à fond, et puis paf, ils vont se faire taper sur la tête par Biden ou par l'Europe, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise des choses de Netanyahou. Mais moi, cette illusion, comme quoi, parce qu'on aura... Alors, bien sûr, sur le plan de la moralité politique, on est bien d'accord que tout le monde est beaucoup mieux que Netanyahou. Mais pensons aussi à l'intérêt national. Moi, l'idée que parce qu'on va les remplacer, on va avoir quelque chose qui sera formidable. J'ai jamais dit formidable. D'ailleurs, je dis simplement que Netanyahou, si on part du principe que parce que Netanyahou a plus d'expérience, il doit rester au pouvoir, on n'a qu'à installer une monarchie en Israël, puisque évidemment, il aura toujours plus d'expérience que les autres. Israéliens, quand on voit les sondages aujourd'hui, qu'on doit adopter une monarchie. Non, écoutez, ça fait 3 fois qu'il perd une élection, Jean-Charles. Je vous rappelle quand même, 3 élections, il n'a pas réussi à les gagner. Mais c'est quand même lui qui est Premier ministre à chaque fois parce qu'il a réussi à manipuler le système politique aux dernières élections. Il a menti à Benny Gantz, donc c'est pour ça qu'il est Premier ministre aujourd'hui. Il y avait 62 députés contre lui, d'accord, et 30 députés du Likoud sur 120. C'est 25%, c'est le quart, c'est pas la majorité des Israéliens. Alors cessons de répéter cette propagande, de gober la propagande de Netanyahou. Alors, c'est pas de propagande, c'est un constat aussi de se dire que c'est lui qui forme les coalitions à l'arrivée. Mais la dernière coalition, il n'a pas réussi à 3 reprises, la 3e reprise, il a réussi à cause d'une manipulation et d'un mensonge. Et cette coalition, elle est en train de tomber. Donc ça fait 3 fois qu'il ne réussit pas à gagner une élection, à former une coalition. On est en crise politique depuis 2 ans, donc cessons de dire qu'il a une majorité au sein de la population israélienne. C'est faux. Et la seule manière aujourd'hui de libérer le pays de ce blocage politique, c'est d'avoir un nouveau leader de droite, et j'insiste de droite, pas encore un nouveau parti centriste qui va faire venir des gens de tous les côtés, mais d'un vrai parti de droite qui, contrairement à Netanyahou, on n'a pas le temps d'en parler, mènera une politique de droite, parce que j'affirme que Netanyahou n'a pas mené une politique de droite. Le bibisme, ça n'est pas le conservatisme, c'est un culte de la personnalité qui tourne les gens, qui roule les gens dans leur farine en parlant de droite et qui ne fait pas une politique de droite, mais ça on pourra en parler dans un autre débat. Donc cessons de dire qu'il a le soutien de la majorité des Israéliens, parce que dans les dernières élections il y avait 62 députés contre lui, et c'est grâce ou à cause d'une manipulation et d'un mensonge politique qu'il s'est maintenu au pouvoir. Emmanuel, le problème est rapidement, le problème est que
le système politique fonctionne autour de ça. Je veux dire, quelle différence y a-t-il entre Gideon Sa'ar et le Likoud? Aucune. Si Netanyahou démissionnait, il entraîne en termes d'objectifs fondamentaux. Le Likoud d'aujourd'hui, ce n'est pas le Likoud de Menachem Begin. Bien sûr, on est d'accord. Ce n'est pas le Likoud de Gideon Sa'ar, c'est un Likoud d'une culture du mensonge, une culture de la corruption, une culture du culte de la... Non, c'est faux. Il a dit d'ailleurs très clairement qu'il ne se joindra pas à un gouvernement sous Netanyahou. C'est ce que disait Gantz aussi avant. Oui, mais Gantz, c'est pas parce que Gantz a menti que tout le monde doit mentir. Moi, je connais Gideon Sa'ar et moi, je le crois. C'est filmé cette émission. Vous pouvez me le resservir si vous voulez dans quelques mois. C'est dans quelques mois et que il faut tout simplement cesser de penser que le régime Netanyahou est éternel. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais en tout cas, je pense que Gideon Sa'ar a eu le courage de prendre ce risque. C'est le seul qui s'est levé en disant ça suffit. Et si ça réussit pas, bah tant pis. Mais que ça réussisse ou pas, on sait qu'on aura essayé et qu'on aura pris la bonne décision. Ceci mis à part ça, on a les mêmes menaces sur la justice, on a les mêmes menaces sur une théocratie rampante, on a la même menace sur le traitement des réfugiés et des travailleurs immigrés. Je suis pas d'accord. Il ne faut, bien sûr, le style sera différent et c'est vrai que ce sera pas mal si effectivement il parvient à son but. C'est vrai que, comme je l'ai dit souvent, Netanyahou excelle dans la division de l'opinion et on peut imaginer effectivement que Gideon Sa'ar, voire Naftali Bennett, qui l'ont montré, qui l'ont manifesté à plusieurs reprises, seront capables, mais sur le fond, sur les orientations idéologiques, sur les orientations politiques, ce sera la même négation du problème palestinien, ce sera la même, je veux dire, on voudra refaire du Trump sans Trump. Je veux dire, de ce point de vue-là, on va dans le mur avec les uns comme les autres. Gideon Sa'ar n'est pas un populiste et il ne fera pas du Trump et il a beaucoup réfléchi à la question palestinienne. Il n'ignorera pas ce problème, mais ce n'est pas Trump, ce n'est pas du populisme. Allez, on écoutera ça, on a le temps d'en reparler avec de nouvelles élections à venir. Merci Emmanuel Davos, merci Denis Charbit.